I appreciate it. I can't see any of you. The lights are completely blinding me, but maybe during the answer and question period. But right now it is just a black mess. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Alors désolée, je ne vous vois pas, je suis totalement aveuglée par les lumières, mais peut-être que je vous verrai un peu plus tard dans la soirée. And I will try to keep my answers somewhat short and brief because I tend to ramble and go on. And then she will usually tap me and go, please stop, and then I will stop and she'll continue. So anyway. Je vais essayer de faire court cette fois-ci. All right, well, so here we go. Hello. Hello. We've seen each other before. Yes, one time. We did. One time. Vous l'aviez déjà vu en chair et en os? Oui. Il est pas mal, non? Il a un peu le trac, il paraît. Comment on peut vous encourager? En vous disant que vous êtes génial? No, I could say just applaud, and we don't have to do this interview. I could say, I don't know. No, I am a bit nervous beforehand. So before this, I was in a very nervous state. My handlers from Robert Laffont know this about me. I'm kind of a mess. But then I come out here, and then, it is what it is. We do the interview, we do the talk. So I'm actually okay now. I had a little bit of gin before. So alors je pourrais vous dire, on applaudit et on ne fait pas l'entretien. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai qu'avant de monter sur scène, je suis une loque. L'équipe de Laffont le sait très bien. Donc c'est relativement atroce. Mais maintenant que je suis là, ça va se passer, je suis bien. C'est vrai que j'ai pris un tout petit peu de gin avant de monter sur scène, ça aide. A little too early. Usually for me, cocktail hour is closer to 8 than it is to now. But this can be stressful. It can be a little stressful to be in front of an audience and talking to you. And it's not something that I'm that used to, even though I guess I've been doing this for 40 years to a degree, but very erratically. Like it's not like every 2 years or every 3 years, or it's this is the first time I think in 13 years that I presented a novel here in France, and it's an experience. Alors. Je dois dire que pour prendre un cocktail, c'est peut-être un petit peu tôt pour moi. D'habitude, je commence à 20h. Mais c'est parce que c'est quand même, après tout, un peu stressant de se retrouver devant un public. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Certes, je le fais depuis 40 ans, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Hein. C'est pas tous les 2-3 ans. Là, je crois que c'est la première fois que je fais ça depuis 13 ans, puisque c'était 13 ans la dernière fois que j'ai présenté un roman ici en France. Mesdames, Messieurs, je vous présente Bret Easton Ellis. Il vient de faire paraître un nouveau roman, Les Éclats. C'est le 8e du nom. 7 romans dont on va reparler sont parus précédemment et un essai intitulé White chez son éditeur français qui est donc Robert Laffont. Vous pouvez trouver ce roman en librairie et sachez que les précédents ont été réédités dans la collection Pavillon, les uns après les autres. Donc vous pouvez les trouver de manière autonome. Et je vous présente Marie Furtner, qui sera donc notre interprète, traductrice ce soir. Quant à la bouteille de gin, on peut l'amener quand vous voulez, il suffit de lever la main et on la partagera avec vous avec un bonheur immense. Juste dire aux auditeurs avant de parler littérature, parce que je pense que vous êtes là pour ça, pour entendre Bret Easton Ellis parler littérature, écriture, lecture aussi, et peut-être un peu de poésie. Bret Easton Ellis, il enregistre depuis 10 ans maintenant un podcast avec des invités. Quel était votre premier invité? Kanye West. Kanye West. Il est sympa? Very nice. Kanye West was my first guest on my podcast in 2013. We were working on a number of projects together. Kanye contacted me and wanted me to write this crazy movie about
llamas. Do you know what llamas? Llamas in space on a planet that colors were valued and that colors were currency. Colors were money. And I was just sort of amazed that Kanye had picked me out of whatever writers to work on this crazy project with him. But he was very inspiring. I have to tell you this. In 2013, 10 years ago, it was very inspiring. And we had a long talk at the Cedars-Sinai Hospital. This was the week before Yeezus came out. And Kim had just had her first child. So I was having my first meeting with Kanye West at the Cedars-Sinai in a very lavish room, I must say. It was a very lavish hospital room. And I thought to myself, do I really want to work with this person? I'm not sure. It was a 5-hour meeting. Kanye would not stop talking. And yet, by the end of the meeting, I listened to Yeezus, and I thought it was brilliant. Brilliant. And I had always loved Kanye. I had always loved his music. And so I decided to embark on a series of projects with him. And they lasted from about 2013 to 2018. And I write about them in white. I have an entire chapter devoted to Kanye West and my relationships in white. And I have not spoken to him since. For no other reason except that Kanye is Kanye, and whatever he wanted to use me for, or whatever he thought I could bring to a project, he no longer thought, and that's fine. But he did want me to interview his wife, then wife, Kim Kardashian, for a kind of sex magazine, a dominatrix magazine that really is only read by about 20,000 people. It's an art magazine. And so Kim Kardashian, who I'd already met, had come over to the office in 2020 or something like that. Actually, right before the pandemic. And so that's my history with Kanye. Il est très sympa. Il est très sympa. C'était mon premier invité en 2013 et on a travaillé sur plusieurs projets ensemble. Il avait cette idée d'un scénario improbable avec des lamas sur une planète en plein milieu de l'espace où les couleurs avaient une valeur monétaire. Enfin bref, c'était absolument hallucinant de penser que c'était moi qui l'avais choisi parmi tous les écrivains pour faire ce projet complètement incroyable. Et c'était à l'époque où Yeezus venait de sortir, Kim venait d'accoucher de leur premier enfant, et on s'est retrouvés dans cet endroit absolument incroyable de Cedars-Sinai, un hôpital, et on a travaillé ensemble pendant 5 heures. Il n'a pas arrêté de parler, évidemment, pendant tout ce temps-là. Et à la fin de ces 5 heures, il m'a fait écouter Yeezus et j'ai absolument adoré. D'ailleurs, j'adore ce type, j'ai toujours aimé sa musique. Et donc, on a travaillé ensemble de 2013 à 2018. Et j'ai d'ailleurs consacré un des chapitres de White sur ma rencontre et ma relation avec lui. Et depuis, on n'a plus parlé. Parce que c'est comme ça qu'il est, hein. Simplement que probablement qu'il s'est dit que ce pourquoi il voulait m'utiliser à l'époque ne lui convenait plus, et donc on ne s'est plus reparlé. Mais ceci étant, j'ai revu sa femme de l'époque, donc Kim Kardashian, pour un entretien pour un magazine relativement intime de dominatrix, hein, lu par à peu près 20 000 personnes, pour un entretien. Et donc elle est venue me voir dans le bureau en 2020, je m'en souviens parce que c'était juste avant la pandémie. Wait, this is the problem. You asked me a simple question, and I should have just said Kanye West, and instead I went on the story. So I have got to help speed up the conversation a little bit more and not go into such great detail. So please, what is the next question? Alors voilà, c'est ça le problème. J'aurais dû répondre Kanye West et évidemment je me suis embarquée dans une réponse sans fin. Donc je suis désolée. Question suivante. I could talk an hour about Kanye West, the craziness that we went through, and all the crazy projects he had, but we have limited time here, and I think there are other things that we want to talk about. So please go ahead, and I'll be a bit more brief. J'aurais pu parler de lui pendant 1 heure et parler de tous ces projets sur lesquels on a travaillé ensemble, mais je suis sûre qu'il y a d'autres questions bien plus intéressantes, donc je vous laisse poser vos questions. Alors, je ne sais pas si elles sont plus intéressantes, mais en tout cas on va essayer. Vous êtes écrivain, donc on imagine que
vous vous intéressez aux mots, mais vous êtes aussi scénariste, vous avez bossé à Hollywood, donc peut-être qu'on aura le temps de reparler de votre relation aux images. J'aimerais vous parler de votre relation aux voix, puisqu'on vient de parler de podcast, on vient de parler de votre voix à vous et de l'entendre. Et je voulais peut-être commencer par lire, si vous me le permettez, en français, et je ne suis pas comédienne, je ne suis pas une grande lectrice, mais un extrait de votre nouveau roman, Les Éclats, où Brett, le narrateur, le protagoniste, trouve chez lui une cassette audio avec les derniers instants enregistrés de Matt Kellner. Et voilà ce que vous écrivez. Cette voix était horrible, et même si elle avait l'air de sortir d'un jeune homme, c'était aussi une voix fausse, grognant et frémissant, une voix d'Halloween de quelqu'un qui essaie de vous faire peur. Elle répétait l'ordre « avale-le » à qui se trouvait là, puis elle s'arrêtait, et on entendait alors quelqu'un pleurer. En tout cas, on avait cette impression, quelqu'un qui essayait de se contenir, mais échouait et pleurait de nouveau, puis essayait de parler en proie à la confusion ou sous l'influence d'un truc monstrueux qui le laissait affaibli, anéanti. « Je ne veux pas l'avaler », disait la voix, déformée par les pleurs entre deux respirations. « Avale-le, avale-le », je joue très mal, je vous avais dit, sifflait la voix fausse, celle d'un homme imitant et déformant la voix d'une vieille femme. Elle était légèrement ramollie, comme si la bouche avait été pleine de nourriture. La voix fausse de monstre ne cessait de pousser l'autre personne. « Avale-le, avale-le » Et la voix de garçon disait en pleurant « J'ai peur, je suis terrifiée, c'est quoi ces lumières? Oh mec !» Il y a eu une pause pendant laquelle on n'entendait plus que le garçon grogner jusqu'à ce que la chose intime de nouveau lui dise « Avale, chez lui, chie, avale !» Je me suis rendu compte qu'à un certain moment, dans mon fauteuil, à mon bureau, je me suis rendu compte que tout cela était bien réel, ce n'était pas joué et ce n'était pas une plaisanterie. Ce qui avait été enregistré était authentique, il y avait trop de peur dans la voix du garçon et c'était tout à coup terrifié et j'étais tout à coup terrifiée moi aussi, comme je ne l'avais jamais été. Extrait de votre nouveau roman Les Éclats de Bret Easton Ellis, la voix, tout passe par la voix dans cet extrait qu'on vient de lire. Mais qui est la voix de ce livre? Est-ce que vous êtes la voix de ce roman? Kanye West, for a porno for Apple TV, he had an idea that we could make pornos off the life of Pablo, his record. He said, "I want you to." I'm just joking. I wrote this so long ago. It's very difficult on a book tour to look. I love writing. I love writing books. I love writing this scene. It was so exciting to me, but it was 2 years ago. And you know, and it's not her fault, it's not her fault, it's not Robert Laffont's fault. It sort of is, I guess, my fault in a way. So that was a bit of a joke. But I actually do want to answer your question, which is what? What was the question? Est-ce que vous êtes la voix de ce roman? I am the voice of the novel. I've always been the voice of every novel that I've written, starting from Less Than Zero to The Shards. I'm always feeling a certain emotion at a particular time in my life. That emotion is almost always pain. It's almost always confusion, it's fear, it's sadness. In this case, it was nostalgia. It was nostalgia for being 56 and 57 and thinking about being 17. And at that particular time in my life, for American Psycho, it was about me being a young man in Manhattan, and I did not like the world that I was supposed to be a part of. Much like Patrick Bateman, who always is saying, I want to fit in, I want to fit in. And I kind of was that man too. I didn't know where else to go. So that novel was about that. Glamorama, in many ways, was the novel about this explosion of celebrity that I experienced after the cancellation of American Psycho. I had 32 publishers across the world. 31 of them canceled the book, refused to publish it. And I became this sort of a notorious literary figure. And I wanted to deal with that in Glamorama. So every book is a reflection of where I am in the moment. And you know, when I started this book, I was 18. I was the age of the character who
is the central subject of the book. But the boy of 18 or 17 is not narrating it. The man of 56 and 57 is. And that is what, after 40 years, I think, 4 decades of when I first started about the shards, and when I finally wrote it, I realized that was the key. It had to be written not by the 18-year-old Clay. Clay was the name of the narrator of the shards, but it had to be a memory novel, something that an old man was looking back on, and that opened everything up after, I don't know, 6 or 7 false starts. But it's always about voice. That's the voice. That's the voice. Donc, blague à part, je vais répondre à la question cette fois-ci. Je suis toujours la voix de ce que j'écris, parce que je donne l'émotion du moment. Et l'émotion est presque toujours une émotion de douleur, de la confusion, de la peur, de la tristesse, et dans ce cas précis, de la nostalgie. La nostalgie d'un homme de 56-57 ans qui se retourne sur ses 17 ans et sur les choses qu'il a vécues à cette époque-là. Pour American Psycho, c'est un jeune narrateur qui se trouve à Manhattan et qui n'aime pas la société dans laquelle il évolue. Or, un peu, et c'était mon cas à l'époque, et tout comme Patrick Bateman le dit sans arrêt, j'ai besoin d'appartenir, à l'époque, c'est ce que je ressentais, c'est ce que j'ai retranscrit dans le livre. Pour Glamorama, c'était vraiment parler de l'explosion de la célébrité, après la censure de American Psycho par 31 de mes éditeurs. Et évidemment, donc à ce moment-là, j'étais devenue une espèce de figure littéraire incontournable, et c'était de ça que je voulais parler dans Glamorama. Donc tous mes romans, quelque part, sont le reflet de ce que j'étais à ce moment-là. Alors évidemment, dans Les Éclats, le personnage est un personnage qui a 18 ans, j'avais 18 ans à cette époque-là, et c'est lui le personnage central, et c'est lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que le narrateur soit l'homme mûr de 56-57 ans qui se retourne sur ce qu'il avait vécu à l'âge de 17 ans, que tout s'est ouvert et que j'ai enfin pu raconter cette histoire que j'avais déjà en tête depuis 40 ans. Et donc le narrateur ne devait pas être Clay à l'âge de 17 ans qui raconte, mais bien moi, plus âgé, qui raconte cette histoire. Vous parlez beaucoup de nostalgie, vous dites que c'est un roman de la nostalgie. Vous avez aujourd'hui 59 ans. Comment vous regardez ce garçon de 18 ans que vous étiez? Est-ce que vous lui pardonnez tout? Well, I do forgive him everything. I do believe in forgiveness. I believe in forgiveness for most people. So, of course I do. I don't even know if he needs forgiveness. I'm not even sure if that's what he would have wanted. I don't even know if he would want forgiveness from me. And I wouldn't say anything to him or offer him advice, because he had to live the life he lived to get to where he was. I couldn't say, oh, do this or do this instead, or don't do that. You have to go through all of the pain of life to get to a certain truth. You just simply do. So I wouldn't advise him in that way. What I did remember about him while I was writing The Shards was that he had a very full life to a degree. The Shards is about a very bad year. It's not about my entire adolescence. My adolescence was filled, I wrote 2 novels before Lesson Zero. I went to 5 movies a week. I listened to every band that came out. I had a rich life. I had a very rich life. I was at a very prestigious school. I had friends. I was not some sort of loner who lived by himself in his room or whatever. I really was engaged with the world in a certain way. So I don't know if I had to tell this 17-year-old anything except this was the bad year. This was the year when I had decided to make an attempt to fit in. Why? That was the thing that made me realize or question the idea of conformity.
On my senior yearbook, and we use in many of the countries the picture of my senior yearbook as the author's photo. I wrote, the only quote I had is, if they give you ruled paper, write the other way. And that's how I felt when I was 17 and they took that picture of me. The Shards is a novel about a bad year where I was an actor, I was the fake boyfriend, I was the fake boyfriend to another boyfriend who was a fake boyfriend to me. I was, I had let the fabulist, the writer, take over my life. And I had realized that I was going to have a very different life as a gay man than my straight counterparts. They were going to have they were going to have so much more freedom than I was. And I was bothered by that. I realized my friend Bruce was going to have access to 97% of the women. I would have access to 3% of the men. None of them attractive. So what do I do about that? So I got a girlfriend. So I pretended to be part of the popular crowd. I pretended to be someone I wasn't. And The Shards is really about the price I paid for pretending to do that and not just being myself. Very long answer. Good luck. I hope you get through it. Alors oui, évidemment, je le pardonne, encore que je ne suis pas certain d'avoir à lui pardonner quoi que ce soit. Je ne suis pas non plus certain que le Brett de 17 ans voudrait que je lui pardonne quoi que ce soit. Ce qui est certain en tout cas, c'est que je ne lui dirai rien, je n'aurai pas de conseils à lui donner, parce que je pense qu'il fallait qu'il traverse cette vie, qu'il traverse ces expériences et cette douleur pour arriver à une certaine vérité. C'est comme ça, et donc je lui dirai vraiment pas grand-chose. Je me souviens que en tant qu'adolescent, j'ai vécu une vie très épanouie. C'est simplement que l'année de terminale, qui est donc le sujet de ce roman, a été une très très mauvaise année. Mais sinon, de manière générale, je dois dire que j'avais déjà écrit 2 romans avant de me mettre à écrire moins que 0. Je voyais environ 5 films par semaine au cinéma. J'écoutais absolument tout ce qui sortait en termes de musique. J'avais une vie très épanouie. J'allais dans une école très prestigieuse, j'avais de bons amis, j'étais pas du tout un loup solitaire, et je gravitais dans un monde qui me convenait à l'époque. Donc je dirais rien au Brett de 17 ans, sauf à lui préciser que vraiment c'était la terminale, l'année absolument atroce. C'était une année atroce parce que c'est l'année où je me suis rendu compte qu'il fallait que je me conforme à quelque chose qui ne me ressemblait pas. C'est l'année où j'ai dû me confronter à ça, où je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je joue un rôle. Et d'ailleurs, beaucoup d'éditions utilisent comme photo de l'auteur la photo de mon album de mon année de terminale. Donc la photo qu'on avait prise cette année-là, et où la citation que j'avais mise était « Si on vous présente un bloc-notes avec du papier ligné, écrivez de l'autre côté ». Et donc j'ai passé cette année à faire semblant. J'avais une petite amie, alors que j'étais gay, j'avais des amants, mais on n'en parlait pas. Je racontais des histoires, donc j'ai pris le rôle de l'écrivain, et j'ai pris conscience cette année-là que être homo me rendrait la vie beaucoup plus difficile que ce que mes amis hétéros avaient à vivre. Je me suis rendu compte par exemple que Bruce, eh bien, il avait accès à 97% de la jante féminine, alors que moi, j'avais accès seulement à 3% de la jante masculine, et aucun d'eux ne m'attirait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une petite amie, j'ai fait semblant pour appartenir à la clique de ceux qui étaient populaires, mais ça n'était pas moi. Et j'ai dû payer le prix de toutes ces choses que j'ai fait semblant de faire sans vraiment y adhérer. Et ça a été ça le point de rupture, c'est-à-dire à la question de savoir pourquoi 1981 restera cette année où tout a volé en éclats. C'est la prise de conscience de vos désirs, de votre homosexualité. Ça a été ça le point de rupture? Completely, 100%. And that is why I wanted to write this book in 1981. Actually, I began to write it in 1982. But that is completely why I wanted to write it. It was about all of those things. And yet,
when I was thinking about all of the events that happened to me in 1980 and 81, and I write about them here in the Shards, yes, there is a serial killer, the trawler. There are horrible crimes taking place. There is a lot of violence, a lot of bloodshed in this book. Yes, that might be part of Brett's imagination and another part of the novel, but 80% of this novel is the things I wanted to write about that happened to me at 18 and at 17. So in many respects, one of the reasons I wanted to write this was to go back in that period to reinvestigate what it meant to be 17 then, see it from this angle now that I was older, and I don't want to say forgive myself in a way, but I suppose so. And also to tell all of those friends, Ryan, Susan, Tom, Matt, that I now realize I love them. I love them in ways that I didn't understand at 18 or 17. I had too much adolescent confusion and anger and resentment and why wasn't I with Tom and my anger at my girlfriend and my own anger at myself, really. So all of these things that were happening at 18, they sentimentalized a bit at 56 and 57, and I wanted to write about that. C'est ça, c'était vraiment ça le point de rupture. En fait, j'ai commencé à écrire ces événements qui ont eu lieu en 1981, dès 1982. Et je voulais raconter tout ça. Et alors évidemment, à l'époque, donc en 80-81, il y a eu tout un tas d'événements que je raconte dans le roman. Donc, alors je parle d'un serial killer qui s'appelle le Trawler. Je parle de crimes qui sont perpétrés, il y a beaucoup de violence, le sang coule. Alors peut-être qu'une partie de ces choses viennent de l'imagination de Brett, mais 80% des événements que je raconte là-dedans me sont véritablement arrivés quand j'avais 17-18 ans. Et donc, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est aussi de revisiter tous ces événements sous cet angle nouveau de l'homme mûr qui regarde ce qui s'est passé. Peut-être quand même en partie pour me pardonner, et puis aussi parce que je me suis rendu compte que tous ces personnages, alors j'en cite quelques-uns, Ryan, Susan, Tom, Matt, eh bien en fait je me suis rendu compte que je les aimais vraiment, d'une manière dont je n'étais absolument pas conscient quand j'avais 17 ans. J'étais cet ado confus, rempli de colère, de la colère contre Tom, avec qui je ne pouvais pas être, de colère contre ma petite amie, et finalement de colère contre moi. Et à 56 ans, les choses se sont adoucies. Youth is wasted on the young, isn't it? Comme dirait l'autre, les jeunes ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'être jeunes. Mais alors aujourd'hui, pourquoi Tom, pourquoi Suzanne, pourquoi Matt, pourquoi ceux que vous aimez tant, vous avez réalisé avec le temps que vous les aimiez tant, pourquoi vous les faites autant souffrir dans ce roman? Oh, I've never been asked that before. On m'a jamais encore posé cette Interesting question. question. Intéressant. Because I felt that I made them suffer. I felt that I made a lot of people suffer when I was 17, and I did. The character of Ryan Vaughn, for example, was a closeted athlete at our school, quite handsome. I thought I was going to live with him the rest of my life. I thought we were in some kind of daydream together, some kind of love thing, whatever. We just happened to be two of the only gay guys in the school, and we located each other like secret agents in a way. And we had this affair. We had this affair that I write about quite honestly in the book. I told a friend. I told a close friend about it. And then Tom found out. Ooh, I used his real name. Ryan. Ryan found out. And we had a fight, and he never spoke to me again, ever. He never spoke to me again. One of the reasons why I wanted to write The Shards is I started looking up the character of Ryan Vaughn in the spring of 2020, trying to find him on Facebook, trying to find him on social media, and there was no one there. He didn't have any sort of presence on social media. It haunted me. It haunted me a lot. I wanted to talk to him and explain to him now what I was going through then that I could not quite communicate. I couldn't quite communicate at 17.
but now at 56 I can. So I did make certain people suffer because of the person that I was at 17. And that's why I wanted to write The Shards. So yes, you're right. There is a lot of suffering in The Shards, a lot of not only teenage suffering to a degree, but actual violence, actual pain, actual disfigurement, and actual violence towards bodies in The Shards. But I didn't feel that way about them then in terms of the time the book takes place, which is 1981. But when I was writing the book in 2020 and 2021, it was so painful and yet a release to write about the suffering that I caused. And I caused suffering. I thought that a English teacher who I thought was very good looking was having sex with a girl in our class, and I created gossip about that. It wasn't true. I had believed that a classmate of mine was actually a male prostitute to older men, and that's why he had like this new stereo system car, an apartment in Beverly Hills. And when I wrote about him in Less Than Zero. I called him Julian. The real Julian, my friend Dominic, read the book and called me up and said, "Are you fucking crazy? You thought I was a male prostitute that was like trying to pay back a drug dealer? You really got things wrong that year, man." And he was right. S'il y a de la souffrance et si je les fais souffrir dans le roman, c'est sans doute parce que j'ai eu l'impression de les faire souffrir à l'époque. J'ai eu l'impression de faire souffrir pas mal de monde. Par exemple, le personnage de Ryan Vaughn, dans le roman, est un athlète gay qui n'est pas sorti du placard. Et j'avais l'impression de vivre un rêve éveillé avec ce type. Il était beau, je pensais qu'on allait vivre le restant de nos jours ensemble. Et on était les deux seuls homos de l'école. Et on s'est trouvés comme des agents secrets. Et on est sortis ensemble secrètement. Et là, j'utilise son vrai nom, Tom, Ryan dans le livre. En fait, j'ai parlé de lui à un ami. Il l'a su, et on ne s'est plus jamais reparlé. Et donc en fait, en avril 2020, j'ai essayé de le chercher sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et aucune trace. Impossible de le retrouver où que ce soit, et ça m'a complètement hantée. J'aurais voulu lui reparler pour lui exprimer des choses que j'étais incapable d'exprimer à l'âge de 17 ans. Donc je pense que j'ai fait souffrir à cause de la personne que j'étais à l'époque. Donc il y a de la souffrance, mais c'est pas que la souffrance adolescente, hein, il y a vraiment de la violence physique dans ce roman. Mais toujours est-il en tout cas que les émotions de 1981, telles que je les ressentais en 1981, avaient vraiment évolué en 2020. Donc ça a été une souffrance, mais aussi une libération d'écrire toute cette souffrance. Et pour vous donner un exemple de qui j'étais, à l'époque, donc quand j'étais en terminale, il y avait un prof qui était très beau. Et j'ai fait courir la rumeur, totalement fausse d'ailleurs, qu'il sortait avec une élève. J'ai aussi je me suis imaginé qu'un de mes amis était un gigolo qui se prostituait à des hommes plus âgés pour rembourser une dette à un dealer. Et c'est d'ailleurs, et je me disais que c'était comme ça qu'il avait réussi à avoir un nouveau système de stéréo dans sa voiture, que c'est comme ça qu'il avait un super appartement. Et bref, et je parle de ce personnage dans Moins que Zéro, le personnage de Julian. Et donc l'ami a lu ce livre, l'ami qui s'appelle Dominique. Il m'a appelé, il m'a dit « Mais t'es complètement dingue d'avoir pensé à un truc pareil. Enfin, j'ai jamais fait ça, mais t'avais vraiment des problèmes à l'époque. » Il avait raison. Vous comparez, dans ce livre, au tout début, dans les premières pages, Bret Easton Ellis, vous comparez le processus d'écriture d'un livre au fait de tomber amoureux. C'est comme une sorte de processus ou de ressenti similaire. Si l'amour peut être parfois brutal, parfois dévastateur, et vous l'avez raconté, si l'amour peut abîmer, et il vous a abîmé parfois, est-ce que vous diriez que l'écriture répare, qu'elle vous répare? Writing's better than love. Writing's better than love. I've never had an unrequited book. I've never had a book that hasn't loved me back. Okay, so writing is very different from love.
love is often painful disappointment. 7 years with someone, and then suddenly you're looking at each other and going, what are we doing? And then so sad about that. I mean, that's love. Love is falling in love with someone who doesn't love you back. That's a trauma. That's a tragedy in a way, an emotional tragedy. That never happens with a book. A book makes me happy. A book is my best friend when I'm writing it. Sometimes, depending on what I'm writing, my sexual partner. Sometimes, depending on what mood I'm in, he's the happiest person who I've ever met, who makes my life joyful, and I spend 12 hours a day with him. The one problem is, throughout my career, that my partners don't like it. They feel left alone. They don't like that I disappear into my office with this person all day long, and I love so much. And it is true. It's unfortunate. I mean, you have conversations with them, and you say, look, I'm just in the middle of a book. I'm sorry. This is what happens. And I hadn't written, really, a novel since I've been with Todd, who is my boyfriend now of 13 years. He had never gone through this before, because the last book I'd written was in 2010, and we met after that. So he never knew what it was quite like to be the partner of a writer. And for about a year and a half, 2 years, when I was working on The Shards, he understood it, you know, and he became a drug addict. Funny, not funny. I don't know if the connection is there. I don't know, but he was very alienated from me, and I try not to be, because, you know, I work hours that are pretty much 10 to 7. You know, I don't work all night. I'm not obsessed that way. I have a very regulated way of working. But still, I was thinking about the book 24/7. Thinking about the book 24/7. When I was driving to the store, when I was watching a movie, when we were walking through a shopping mall together, whatever. So I think it is hard for the partner in a way, but no, love is dangerous. Romance is dangerous. Books are bliss. Bliss. Bon, écrire, c'est quand même mieux que l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il m'est jamais arrivé d'aimer un livre et que ça ne soit pas réciproque. Donc c'est très très différent. Tomber amoureux, ça peut être excessivement douloureux, ça peut être décevant. On passe 7 ans avec quelqu'un et au bout de 7 ans, on se regarde dans les yeux, on se dit mais qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer ? Et c'est horriblement triste. On peut aimer quelqu'un et ne pas être aimé en retour, et c'est vraiment une tragédie en termes d'émotion. C'est triste. Alors que écrire, c'est heureux. Le livre devient notre ami. Pour moi, ça peut devenir, selon l'humeur, mon partenaire sexuel. Ça peut devenir la personne la plus heureuse, la personne qui me rend heureuse. Je travaille dessus 12 heures par jour. Pour les partenaires, par contre, c'est moins drôle, parce que je disparais toute la journée pour aller travailler sur le livre. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça, et je suis obligée d'expliquer que je suis en train de travailler sur un livre. Et Todd, qui est mon partenaire depuis 13 ans, n'avait encore jamais vécu ça, puisque le dernier livre que j'avais écrit datait de 2010, et je l'ai rencontré juste après. Donc, il ne comprenait absolument pas ce que ça voulait dire de sortir avec un écrivain. Et donc pendant 1 an et demi et 2 ans, ou 2 ans, il a dû supporter ça et il a fini par comprendre. Et dans ce laps de temps, il a commencé à se droguer. Alors, est-ce que c'est drôle ? Est-ce que c'est pas drôle ? En tout cas, la corrélation est là. Et il a ressenti un certain isolement. Pourtant, je ne suis pas un fanatique, hein, je ne travaille pas toute la nuit, je travaille de 10h à 19h. J'ai besoin d'un planning assez structuré, mais je dois bien admettre que le livre, j'y pensais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que je sois en train de conduire pour aller au supermarché, qu'on soit en train de regarder un film, qu'on soit en train de déambuler dans un centre commercial. Donc, je pense que l'écriture, c'est difficile pour le partenaire. Mais, en résumé, l'amour, c'est dangereux, écrire, c'est génial. Et c'est ça, alors aujourd'hui, vous n'avez plus d'avis. Non. Plus d'avis. Mais surtout, vous ne correspondez plus du tout à l'image sulfureuse qu'on a de vous, avec la drogue, l'alcool, le sexe en permanence. En réalité, vous bossez entre 9h et 19h.
Vous êtes végane, vous buvez de l'eau, et il n'y a plus de sexe dans votre vie. Well, I've been in a relationship with 13 years. No, there is a relationship. Ça fait 13 ans que je suis avec quelqu'un. With two gay men, no, that goes away after a bit. Yes, my life is very simple as an older man. And I do have to say, and I'll make this short, I'll make this brief, is that whole myth of Bret Easton Ellis, the whole idea of the bad boy, the dark boy of literature, you know, yes, I like to do drugs. I did. And I went to parties. I was young. It wasn't as if I was doing it at 65 or whatever, or if I was making like pornos like Michelle Houellebecq or doing it like I was simply young and I liked to go out. And so I liked to do some cocaine and go to a nightclub. It was fun because I was young. It wasn't as if I was like, whatever, 60. But you know what was more fun than cocaine? Writing. For me, writing was more fun. And I think that is what kept me from being an addict. I could control the drug use. I could say, yes, Friday night, Saturday night. But we are not going to do it Tuesday or Thursday night because I need to write from Monday to Friday. So, because it was more fun. If coke was more fun to me, I would have done a lot more coke, but I didn't. But I do think there was this image of me as being an out-of-control bad boy when you would be shocked how regulated my life was. Shocked. So controlled. I made my bed in the morning. Me, not a housekeeper. Donc oui, ma vie est en fait très simple et je dois dire que ce mythe qu'on m'a créé du bad boy de la littérature, bon, alors certes, j'étais jeune, donc oui, j'aimais bien prendre de la drogue, j'aimais bien aller à des fêtes, mais j'étais jeune, c'est pas comme si j'avais 60 ans. Non, donc je prenais de la coke pour aller dans des clubs, c'était sympa, mais j'étais jeune. Et vous savez ce qui est plus sympa que la coke? C'est l'écriture. Et c'est comme ça que je ne suis jamais devenue véritablement droguée. J'ai toujours contrôlé ça. Donc oui, vendredi soir, samedi soir, oui, je pouvais en prendre. Mais jamais le mardi soir ou le jeudi soir, parce que le lendemain, je voulais écrire. Moi, j'écrivais du lundi au vendredi, sans exception. Si la coke avait été plus passionnante pour moi, ben, j'aurais pris plus de coke, mais c'est pas le cas. Donc cette image d'un bad boy qui irait dans tous les sens, alors vous seriez choqués de voir à quel point je mène une vie structurée, régulée, etc. Je fais mon lit tous les matins. Et prendre de la coke, c'est pas un métier. Écrire, être écrivain, est-ce que c'est un boulot sérieux pour vous aujourd'hui? Est-ce que ça explique aussi tout ce que vous avez traversé dans ces 40 dernières années? Le fait de revenir souvent, toujours, à ces années-là, c'est aussi vous voir grandir comme écrivain. Est-ce que vous vouliez devenir un écrivain accompli, un écrivain sérieux qu'on prenne au sérieux? No. Writing is a hobby. Writing is a feeling I have. It's an emotion. It is not a career for me. If it was a career, I would have published 4 novels between Imperial Bedrooms and this. I would have asked Robert Lafonque for a 3-book advance. I will have each book every 18 months. You can publish the paperback. We can do the deals with Curtis Brown and my agents at CAA. That's a career writer. All right, I'm not patting myself on the back. I'm not congratulating myself. But I just don't work that way. Sometimes I wish I did. Sometimes I wish I had a book that I was constantly working on. I did earlier in my career have about a 5-book run where I jumped from one book to the next, and it was fantastic. I loved it. It was basically from Less Than Zero to Rules of Attraction to American Psycho, then into Glamorama. Glamorama, I loved writing so much it took me 8 years to finish that book. Now I think that's crazy. 8 years on a book. Zombies was a short story collection published then, and then I went into Lunar Park. And that was awesome. It was fantastic. But those were books I wanted to write, that I felt. I am not the kind of writer who wakes up on a Tuesday morning and goes, all right, what does my publisher want? What would the New York Times give a good review to? Maybe that I should write that. I have to feel a book. So
that's kind of the trap that I feel myself in. It's a hobby to me, not a career, and I take it very seriously. And I do regret that there weren't more books. I do regret that I spent 44 to 55 in Hollywood, and that those are very good years for writers, very key years for writers. They often write some of their best books during those ages. And I had just made the decision that the TV miniseries was the new novel, and that I could get them made. And so I spent years lost in Hollywood, where I probably should have been writing novels instead, but you know, I just can't look back on my life and rewrite it. You know, what happened, happened, and maybe a lot of that, maybe a lot of the pain and the misdirection and going out to Hollywood and it not really working for me, maybe that led to the shards. So it could be, in the end, good news. Alors non, pour moi en tout cas, l'écriture c'est un hobby. C'est une émotion, c'est une sensation, et ça n'est certainement pas une carrière. Si ça avait été une carrière, j'aurais écrit 4 romans entre Suite Impériale et celui-ci. J'aurais fait en sorte de signer un contrat avec mes éditeurs en disant « Ok, dans les prochaines années, j'écris 3 romans et comme ça j'ai une avance ». C'est pas comme ça que j'écris. Je m'en vante pas d'ailleurs, hein. Parfois je me dis que ce serait beaucoup mieux si c'était comme ça que ça marchait. Ceci étant, par le passé, il m'est arrivé d'écrire plusieurs livres à la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment où je passais d'un roman à l'autre, et d'un roman à l'autre, etc., etc. Et c'était absolument génial. Ça a commencé avec Moins que zéro, puis Les lois de l'attraction, puis American Psycho, puis Glamorama. Glamorama, d'ailleurs, j'ai passé 8 ans sur ce bouquin et j'ai adoré l'écrire. Maintenant, quand je me retourne là-dessus, je me dis que c'est une folie absolue de passer 8 ans sur un seul roman, mais enfin, en tout cas, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu le recueil de nouvelles Les Zombies, et puis ensuite, il y a eu Luna Park. Et j'ai adoré ça. Mais si ça s'est passé, si ça s'est enchaîné comme ça, c'est simplement parce que l'émotion est venue, et il me venait, et donc il fallait que je les écrive. Je ne suis pas le genre d'écrivain à me dire, à m'asseoir à ma table de bureau un mardi matin et me dire, bon, alors, que veut mon éditeur ? Quelles sont les critiques sur le New York Times ? Qu'est-ce qui se vendrait bien ? C'est pas du tout ce que je fais. Donc c'est un peu un piège pour moi. J'attends l'émotion, je vois l'écriture comme un hobby et pas comme une carrière. Pour autant, je le prends tout à fait au sérieux et je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de romans. Et c'est très probablement lié aux années que j'ai passées à Hollywood, hein, puisque j'y ai passé un peu plus de 10 ans, entre 40 et quelques et 50 et quelques, parce que je m'étais imaginé que la mini-série, c'était le nouveau roman. Et sans doute que j'aurais dû passer ces années à écrire au lieu écrire des romans plutôt que des scénarios. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas réécrire sa vie, ce qui est arrivé, et sans doute que la douleur, la confusion et tout ce qui est lié à cet échec d'Hollywood, peut-être que tout cela m'a conduit à écrire Les Éclats, et donc peut-être que c'est une bonne chose après tout. On va parler un peu écriture et musique. Est-ce que vous composez vos livres comme une partition ? Je m'explique. Avec les éclats notamment, on a évoqué le début du livre, avant que ça ne bascule, un été paradisiaque. Et sur cet été paradisiaque et la belle entente entre le narrateur, Brett, et ses amis de Buckley, il y a un mystère qui plane, qui s'appelle Robert Mallory, et il y a une menace qui rôde, et cette menace, c'est celle d'un tueur en série, dont les méfaits font la une des journaux. C'est un serial killer, il est surnommé The Trawler, le chalutier. On ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas, et en fait, peut-être qu'au fond, on s'en moque. Mais comment vous faites, vous, l'écrivain, Bret Easton Ellis, pour tenir le lecteur en haleine ? Comment vous parvenez à orchestrer cette montée crescendo de l'angoisse, de l'inquiétude ? Est-ce que vous écrivez vos livres comme des partitions ? Some people don't think I do. Some people don't like my books. I mean, some people don't think I do the things that you just said that I do. I am in my country, in America, I am a very divisive writer. Many people hate my work, hate what I represent, hate what I write about. Privileged white males and
and all of their supposed problems. They read my books very literally, because I do think the books are criticism of a kind of lifestyle that I encountered early on. My father was, I wouldn't say wealthy, but he had a lot of money, and he was horrible. Horrible, and I equated the two at a very early age. And I think that's why all my books became critiques of that in a way, whether it was in Less Than Zero or American Psycho or whatever book I've written in terms of looking at the wealthy. It's always been a criticism and not a glorification. Even F. Scott Fitzgerald in some way had a much more romantic view of the wealthy than I did, or even to a degree Hemingway. But they're interesting to read about. And they're interesting to write about. It is interesting to see how everyone who can have everything can get away with everything and also have everything. It's not as undramatic as you may think. But the notion of it's just very natural for me. It's a natural process. I don't overthink it. It's not an intellectual process for me. The way this story came together for me when I was 18, and it just seemed natural. The progression, the narratives, where the characters were going to end up. It wasn't all pinned onto a board where I had to be so careful. I just felt it. And now I have done very long outlines for books. One of them was for American Psycho, where I did, I think, a 250-page outline for the book. And that was examples of Patrick Bateman's voice. I wanted to figure out, how do you put madness on the page? What does a writer do to do that? Is it through obsessive detail? Is it through the unreliability of the narrator? I don't want to go all Stephen King and have him running around all over with an axe, which he ultimately does. But I wanted to know, how do you do that so subtly that you get to a point on page 40 or something, go, oh my God, he's crazy. I'm reading a book about it. I love that. I love when that happens in books, when you get the unreliable narrator and you realize maybe his version of the world is skewed. But in terms of presenting a novel, constructing a novel, writing a novel, I'm feeling it. I'm just simply feeling it, and I'm following those feelings. And then, yes, later, a cool technician comes in because I want the style to be okay, and I want things to read a bit more smoothly. And so there is a technical process to it. But I would say 80% of the process of writing a novel is pure feeling and emotion. Alors, tout le monde ne serait pas d'accord avec ce que vous avez dit de ma manière d'écrire et de ce que j'écris. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les avis sont très partagés à mon sujet. Il y a beaucoup de gens qui détestent mes livres, notamment les hommes blancs de classe plutôt privilégiée, et qui prennent mes romans comme des critiques directes de leur monde et comme une critique de leur style de vie. Il faut savoir que mon père, je dirais pas que c'était quelqu'un de richissime, mais c'était quelqu'un qui avait de l'argent, et c'était quelqu'un d'absolument atroce. Et donc très vite, j'ai fait le lien entre les deux. Et c'est vrai que dans mes romans, bon, si on prend par exemple Moins que Zéro ou American Psycho, les deux sont reliés. Et effectivement, quand je parle de cette classe privilégiée, j'ai tendance à en parler en des termes plus critiques que élogieux. Si on prend par exemple Fitzgerald, il a une vision de cette société qui est beaucoup plus romantique, et même d'ailleurs Hemingway jusqu'à un certain point. Mais dans tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment, quand on est privilégié, on s'en tire avec à peu près tout. Pour revenir au processus d'écriture, c'est un processus qui vient de manière assez instinctive. C'est pas un processus que j'intellectualise. Pour les éclats, parler d'un jeune de 18 ans, l'intrigue m'est venue vraiment assez facilement. Je savais où je voulais que les personnages aillent, vers quoi ils évoluent. Donc c'est pas comme si j'avais un tableau qu'il fallait que je suive de manière millimétrée. C'est vraiment venu à travers les émotions. Pour vous donner un exemple, dans le cas de American Psycho, j'ai écrit
une espèce de structure de 250 pages, voilà, pour avoir une idée précise de là où je voulais aller. Et ces 250 pages étaient essentiellement des tentatives, des expérimentations sur la voix de Patrick Bateman. Comment faire pour transcrire sa folie sur la page? Est-ce que c'est en remplissant les pages de détails obsessifs? Est-ce que c'est en rendant le narrateur absolument incontrôlable et impossible à suivre? Je voulais pas que ce soit un narrateur à la Stephen King qui finit par tuer tout le monde à coups de hache. Bon, c'est pourtant ce qu'il finit par faire, mais enfin, moi ce que j'adore, c'est quand au bout d'à peine 40 pages, on se dit mais en fait le narrateur est complètement fou, je peux absolument pas lui faire confiance, parce que peut-être qu'en fait son monde est complètement déformé. Ça j'adore. Mais après, pour ce qui est de la structure en elle-même, j'écris ce que je ressens. Et alors évidemment, après avoir fini d'écrire, il y a l'aspect technique. Et évidemment, je vais jouer le technicien parce que je veux quand même qu'au niveau du style, ce soit intéressant. Mais je dirais que 80% de mon écriture, c'est de l'émotion. Personne ne relit vos livres à part votre éditeur? Pas d'avocat, pas de sensitivity readers, comme on les appelle aujourd'hui? That's a good question. Because there are Ça en fait deux ce soir. There are sensitive. Okay, well, yes. Sensitivity readers are a reality in American publishing. They go through manuscripts and they find things that other people, the readers, might find offensive. And they ask the publishers to take them out, or to tell the authors to take them out. A classic example that bothered me immensely when I first heard about it was a novel written by a middle-aged woman about two women going through a divorce. They wanted to meet about the infidelities of their separate husbands. One of them decided upon a Chinese restaurant. And then one of them made a joke about something called MSG. Does anyone know what MSG is? It's a mythical Chinese flavoring that's put into food to make it taste more Chinese. Whatever it is. Sensitivity reader came across this and said it's racist. This is a racist thing. They cannot go to the Chinese restaurant. They can't, or she can't make the joke about that. So instead, they made the writer have this conversation in a coffee shop. This is just a mild example of what's going on. I did not have that much problems because I think after American Psycho, I mean, my God, what more could I read? That book was canceled. So, you know, I don't know. I don't agree with it. I think that art is a window. I think it's a door. I don't think it's a mirror, which I think a lot of people want it to be. They want it to be a mirror. They want to see exactly their values, exactly how they think represented in a piece of work. They don't want to be challenged or offended. My generation wanted to be offended. We wanted to be offended by movies and music and comedians. And that's why I think Gen X is ultimately slightly more conservative than other generations, because we lived in the freest society where everything was possible, everything could be said. There were no trigger warnings, there were no sensitivity readers. But yes, the notion of the sensitivity reader is just another example of how, I don't know if you have the French word for pussified, the pussiness of the culture, the childishness, let's say, instead of pussification of the culture. And it's just, I don't know who they're building this culture for. I don't know. I mean, it's very bothersome. I agree. But I escaped it for some reason. Alors effectivement, les sensitivity readers sont une réalité dans le monde de l'édition aux États-Unis. Ce sont des personnes à qui on envoie les manuscrits et qui détectent les propos potentiellement choquants pour les lecteurs, qui ensuite font un retour aux maisons d'édition pour dire bon bah ça, il faudrait que l'auteur enlève. Et je vais vous donner un exemple d'une auteure
d'une auteure qui a eu un problème. Donc elle racontait l'histoire, bon, c'est une scène avec deux femmes qui sont en train de traverser un divorce et elles veulent se retrouver pour en parler, puis pour parler des infidélités des maris. Et elles décident d'aller dans un restaurant chinois. Et l'une d'entre elles fait une blague sur le glutamate, qui est cette saveur qu'on met dans certains plats chinois pour augmenter le goût asiatique dans la nourriture. Toujours est-il qu'un sensitivity reader est passé par là. Il a dit non, ça va pas du tout, c'est raciste, on peut pas faire cette blague-là. Donc, l'auteur a été forcé de placer toute cette conversation dans un café. Et ça n'est qu'un exemple mineur, Donc, bon, moi, miraculeusement, je n'ai pas eu ce problème. Je pense que c'est parce qu'après American Psycho, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il trouve de plus? J'avais déjà été censurée. Bon, donc voilà, c'était... Mais ceci étant, je ne suis absolument pas d'accord avec cette manière de faire. Je pense que l'art, enfin moi je vois l'art comme une fenêtre ou une porte à travers laquelle on voit d'autres choses, alors que je pense que beaucoup de gens maintenant voient la littérature comme un miroir qui leur permet de voir leurs valeurs et leurs valeurs uniquement. Ils ne veulent plus être défiés, ils ne veulent plus être choqués par l'art, alors que ma génération voulait être choquée par les films, les musiques qu'on découvrait. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma génération, la génération X, est plus libre, parce qu'il n'y avait pas tous ces avertissements, il n'y avait pas ces sensitivity readers. Et je trouve qu'on a... Bon, et alors là, comment traduire créer une culture de chochotte, ou en tout cas une culture infantilisante. Et je me demande pour qui on crée cette culture aujourd'hui. C'est un véritable problème. Je crois que j'ai le droit à une dernière question. En fait, je ne sais pas du tout à quelle heure on a commencé, jusqu'à quand on a le droit de continuer, mais quelqu'un va venir nous souffler ça à l'oreille. Et peut-être vous avez des questions que vous avez envie de poser. Je ne sais pas si vous acceptez d'y répondre. Voilà. Peut-être pas tout le monde, je crois qu'il y a du monde en fait, on ne voit personne. Mais Okay. voilà. J'avais une dernière question. Vous venez de parler de la censure, mais l'autocensure, est-ce qu'il vous arrive de vous auto-censurer? Peut-être sur des belles choses? No, never. No, I don't at all. And I know that there were people who have complained in the United States that the Shards is a negative example of homosexuality and should not be covered in the mainstream gay press, which is hilarious. That is what they took from this book, that there are bad gays in it. Well, there are bad gays everywhere. I mean, I think one of the funniest things that was said in recent years is when Meryl Streep was asked about what she thought about toxic masculinity, and she said, what about toxic femininity? Don't you think that exists too, if you want to be equal with everybody? There were some questions about why didn't I go deeper into the story of the Nicaraguan maid that takes care of Brett and her story in East LA. Why didn't the Shars go there? Or the black butler that works for the Schaefers, who lives in Baldwin Hills and has a son. And, okay, guys, we're not dealing with that kind of book. We're dealing with a book about an obsessive young guy who is rewriting a person, a narrative, and then, well, no spoilers. I mean, we won't talk about that. But I think people kind of want that. They want this kind of overall widescreen inclusivity that just often doesn't make sense for certain works of art and certain movies and certain books. But do I ever censor myself? Have I ever censored myself? No, I never have. And some people have said you should, and I haven't. Certainly my boyfriend said, when he read this book, said, it's too long. It could be cut by about 100 pages. I had a hard time getting into it. And then I kind of loved it and I raced through it. But anyway, so, but I didn't cut those pages, so no censoring. There's no point. There's no point in creating if you're censoring. Donc non, je me suis jamais censurée. Je pense que... alors oui, anecdote. Quand les éclats sont sortis aux États-Unis, il y a eu quand même une partie de la presse gay qui m'a reproché d'être trop négatif sur les gays.
Alors moi j'ai trouvé ça hilarant, parce que, donc ils ont lu le livre et c'est ça qu'ils ont tiré du bouquin. Ça. J'ai envie de dire, bon, des homos méchants, il y en a aussi dans la vraie vie. Ça me fait penser à ce que Meryl Streep a dit quand, il y a quelques années, on lui a demandé ce qu'elle pensait de la masculinité toxique. Et elle a répondu du tac au tac, et on en parle de la féminité toxique si on veut être égal, vraiment, dans la conversation. Donc, on m'a aussi reproché de ne pas avoir suffisamment raconté l'histoire de la domestique qui vient du Nicaragua et qui s'occupe de Brett. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de sa vie à elle? On m'a aussi demandé pourquoi on ne va pas dans plus de détails pour ce qui est de la vie du majordome noir qui s'occupe de la famille des Schaeffers. Bon, j'ai envie de dire, mais c'est pas de ça qu'on parle, c'est pas le sujet du roman. Là, on est en train de parler d'un jeune complètement obsessionnel qui est en train de plus ou moins réécrire son histoire, et là je ne vais pas faire de spoiler, mais enfin bon, voilà. Donc, j'ai vraiment l'impression que les gens veulent une espèce d'inclusivité qui n'a pas de sens pour la majorité des projets artistiques, des films et des livres qui sortent. Donc, est-ce que je me suis déjà censurée? La réponse est non. Il y a des gens qui me disent que je devrais, mais je ne le fais pas. Et mon petit ami, quand il a lu Les Éclats, m'a dit « c'est trop long, tu devrais enlever 100 pages, tu devrais couper à mort ». Ça met un peu de temps à se mettre en place, même si après c'est génial et on lit tout ça d'une traite. Mais je n'ai pas coupé de 100 pages, et donc non, je ne me censure pas. Merci beaucoup, Bret Easton. Thank you. Thank you so much. Why couldn't I see all of your faces while we're having the conversation? Next time, perhaps. Can I make question? Oui, c'était le premier qui avait la main. Est-ce que vous arrivez sans micro, sinon je vous la porte tout de suite. Dites, Pas de micro. Je peux Parlez parler fort. comme vous voulez. dites-nous si vous entendez. Allez-y. Je vous la passe. Hi, Brett. Can you listen? Can you hear me? Yeah. Oh, I will use this. It's better. Okay. Hi. Thank you for this book. I was waiting this, I don't know, since 30 years. I loved it. And I noticed, I think, that you have become much more gentle with your characters. I would like to ask if you agree with that, and if the figure of Robert Mallory is somehow the black spot where you put your ancient rage and evilness, even if in a literary way, to acquire this more subtle and more gentle eye on your own characters. Thank you. I think I got it. Oh, yeah. Translated that. So I think you can translate it. Donc, l'impression dans Les Éclats, c'est que les personnages, qu'il y a plus de douceur accordée aux personnages. Et la question, c'est de savoir si vous n'avez pas concentré tout le mal et toute la colère dans le personnage de Robert Mallory, justement pour pouvoir apporter un peu plus de douceur et de subtilité aux autres personnages. A pivotal scene in this book early on is when Brett goes to see The Shining, the Stanley Kubrick film, when it first opens in May of 1980. It is the pivotal scene in the book, and it is 100% autobiographical. It was the first time I drove alone at 16 in a car to go to a movie by myself, and I was so excited to see The Shining, Stanley Kubrick, Stephen King, Jack Nicholson. I was obsessed with the book at 13. I'd been following the making of this film for 2-3 years. It took 2 years to film. It was so expensive. One of the most expensive movies Warner Brothers had ever made. I was so excited to go see this film. And I went that day and I wrote exactly about it in the shards. What I was wearing,
I remember exactly what I was wearing. I remember I was listening to Elvis Costello and Joe Jackson and The Clash in the car as I drove to that show in Westwood. And I remember sitting in that theater and seeing a boy. Walked up the aisle, and I loved him. I followed him, and I became obsessed. I thought this was the most beautiful boy I'd ever seen. And suddenly, a wave of lust crusted over me. And I began to think about it. Would he be my friend? Would he be my boyfriend? No, probably straight. What's his life like? Is he a UCLA student, or is he still in middle school? Who is he? And then I saw him walk down the aisle again during the middle of the movie. And that really is, I write this completely autobiographically over about 6 or 7 pages in the Shards. And that is where Robert Mallory began to get created by that boy. And the notion that what I was doing when I saw that boy was I was creating a narrative about him. I was creating a character out of someone I'd never talked to, someone I didn't know at all, and that was where the seeds of the Shards took place. And then very, very quickly, the boy who wanted to write the Shards at 18 tried to write it, but he was writing less than 0. And he was still in that style. So the Shards in 1982 was, I am hung over as I drive to the stable. Debbie is standing wearing a white tennis skirt. I did cocaine last night at the party. I parked my BMW by the tree. I'm wearing topsiders. So it was a completely different style than the style of this book, which is, I'm finally, when I was writing it, you know, an older man at 56, 57, and I had nothing to hide. There was no kind of cool 18-year-old pose. So this gentleness, or whatever you suggest that I feel about the character, was it gentleness? Was that what he said? Subtlety. Yes, subtle, yes. Happened with age. That's a very long answer, but yeah, I think you can. Alors j'aimerais répondre en vous parlant d'une scène qui est vraiment un pivot, un tournant dans le roman. C'est le moment où Brett va au cinéma pour voir The Shining, qui vient tout juste de sortir, donc le film de Kubrick, qui est sorti en mai de 1980, et toute cette scène est entièrement vraie. C'est-à-dire que je me souviens, c'était la première fois que je conduisais tout seul au volant de la voiture pour aller au cinéma et voir un film tout seul. C'était absolument génial. Et je me souvenais, hein, donc Kubrick, Stephen King, Jack Nicholson, ça faisait 2 ans que je suivais le truc, parce que le film avait mis du temps à se faire, c'était un des films les plus chers de l'histoire à l'époque. Et pourquoi je me souviens encore de tous les détails, je me souviens de ce que je portais à l'époque, je me souviens de la musique que j'écoutais, notamment Elvis Costello, The Clash, etc. Et je me suis installée dans la salle de cinéma, et j'ai vu ce garçon descendre dans l'allée du cinéma. Je suis devenue complètement obsédée, il était absolument magnifique, et j'ai été submergée par cette vague de désir, et j'ai commencé à me poser des questions et à me raconter des histoires. Est-ce que ça serait un ami? Est-ce que ça serait mon petit ami? Sans doute pas, il est hétéro. Qu'est-ce qu'il mène comme vie? Est-ce qu'il va à UCLA? Est-ce qu'il est encore dans le secondaire? Et voilà, donc 7 pages dans le roman qui sont absolument vraies, et c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Robert Mallory. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé je me suis rendu compte que j'étais en train de créer un personnage, j'étais en train de raconter l'histoire de cette personne que j'avais vue, et je créais son histoire. L'histoire de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, à qui je n'avais absolument jamais parlé, et c'est ça le tout début du roman, enfin l'idée de départ. Alors, à 18 ans, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais déjà, j'étais en train d'écrire moins que 0, et j'écrivais dans un style très minimaliste. Donc à l'époque, quand j'ai essayé d'écrire ce roman, ça donnait je suis défoncée, je vais à l'écurie pour voir le cheval de Debbie, Debbie porte une jupe blanche, j'ai pris de la coquillère, je garde la voiture, enfin bref, donc ça comme genre de style. Ça n'allait pas du tout pour les éclats.
Alors que à 56-57 ans, ça m'est venu de manière fluide, j'avais plus rien à cacher, j'avais plus besoin de cette posture si essentielle pour que les jeunes aient l'air cool. Alors, est-ce que c'est ça qui a donné cette douceur, cette subtilité? C'est possible, et ça vient de l'âge. Aussi une femme, après, on va faire un jeune, plus âgé. Oui, bonjour. Je me demandais, lorsque vous intégrez dans vos romans des personnes de votre entourage comme des amis, est-ce que vous pensez que la littérature, enfin l'écriture, c'est un moyen de révéler peut-être quelque chose de leur essence, ou au contraire, est-ce que vous essayez de les intégrer dans votre monde tel que vous auriez aimé les voir? No, the books are about me. And the books they really are about me. And each book has a narrator that corresponds to the age I was when I wrote the book. You can start it with Lesson 0 and you can go to the shards. I aged from 18 to 57 over a period of 40 years. Every book corresponds to a period of my life. Sometimes I use my friends, sometimes I've used people I've been in love with, that I've had relationships with. Sometimes I've written about people who didn't love me back, unrequited love. Sometimes I've written about friends in ways that they've been amused by, and there have been one or two times where they have not been amused by. But I never ever, that is not so essential to me, because most of the time I'm creating a fictional narrator based on my pain. That's it. That's Patrick Bateman. And I'm really not investigating Bret Easton Ellis's real life with his real friends and his real partner. I've never really done that. That's not what I've done. So the books become these fictional worlds. I do know that sometimes, as in the case of Julien, my friend Dominic, who read that book and said, "You thought I was a male prostitute?" Well, I still found Julien very sympathetic, and I didn't portray him, in a negative way. I like Dominic a lot. I just thought maybe he was a male prostitute. I don't know, in my head. But I did get the other day, I got a Facebook message. I don't really look at Facebook messages. My boyfriend does. Somehow the Facebook message went to a Gmail. I don't know why. And the message was very, very simple. And I said I didn't recognize the name. And the message simply said, of all the names that you could have chosen, why did you call me Debbie? 40 years. 40 years. And so I wrote her back and said, I hope you enjoy my fictionalized version of our senior year. And then she wrote me an email, and I think maybe when I get back to LA, we will actually maybe have dinner together. I didn't recognize, she'd been remarried, and I didn't know who it was. So she seems okay with her partner, Debbie Schaefer. And there's also, there's a sequence in The Shards where Bret, at 17, goes to the Beverly Hills Hotel, thinks he's meeting a producer who's going to make his terrible script into a movie. He's 17, he doesn't know any better, and the producer just wants to have sex. This completely happened. I wrote it exactly how it happened from the moment I drove from the house on Mulholland all the way to leaving the Beverly Hills Hotel. He contacted me. I actually met him in the 90s over at some party or something. And then I got a note from him about 2 weeks ago, a very simple email. He's in his 70s now, maybe even older, and saying, I love The Shards. Love The Shards. So those are the only two people who have come forward and said they like The Shards who are in The Shards. What are you going to do with that answer? I don't know. I'm very sympathetic to you that you have to do that. Bon, alors je vous arrête tout de suite. En fait, les livres, ils parlent de moi. C'est à chaque fois le narrateur a l'âge que j'avais quand j'ai écrit mes romans. Et ça commence avec moins que 0 jusqu'à Les Éclats. Et donc,
ça va de mes 18 ans à mes 57 ans. À chaque fois, mes romans retracent les périodes que je traversais à ces époques-là. Donc parfois, j'inclus des amis, des amoureux, parfois les gens qui sont inclus dans ces romans sont contents de voir ce que j'ai fait d'eux dans mes personnages. Parfois, ils sont moins amusés. Mais c'est pas ça l'essentiel. J'écris avec un narrateur fictif et c'est basé sur ma douleur à l'époque. Exactement comme Patrick Bateman. Donc ce qui m'intéresse, ce n'est pas de parler du vrai moi, ni de mes vrais amis ou de mes vrais, des vraies personnes que j'ai côtoyées. C'est totalement fictif. Et pour reprendre l'exemple de Julian, le fameux, Dominique qui a lu le livre et qui m'a dit que j'étais complètement cinglée, c'est un personnage plutôt sympa. Moi je l'aimais beaucoup ce personnage et j'ai pas l'impression de l'avoir montré de façon négative, mais c'est vrai que dans ma tête, à l'époque, je pensais que c'était un gigolo. Bon, et pour vous donner un élément de réponse quand même, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un message sur Facebook. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est arrivé sur Gmail, j'y comprends absolument rien, c'est mon petit ami qui s'occupe de mes réseaux sociaux, et donc j'ai pas reconnu le nom de la personne qui m'a envoyé le message, et le message était très simple, il disait « De tous les noms que tu aurais pu choisir, pourquoi est-ce que tu as choisi de m'appeler Dabi ? 40 ans ». Alors je lui ai répondu en lui disant j'espère que cette histoire basée sur notre année de terminale t'a plu, et peut-être que quand je rentrerai à Los Angeles, on ira dîner ensemble. Elle s'était remariée entre temps, c'est pour ça que j'ai pas reconnu son nom. Mais voilà, ça l'a pas dérangé que je raconte l'histoire de Dabi Sheikhbaz. Il y a une autre séquence dans le livre qui est absolument véridique, donc où Brett va voir un producteur de films dans un hôtel parce qu'il est convaincu que le producteur va l'aider à monter un film, alors qu'en réalité tout ce que le producteur veut c'est coucher avec lui. Ça m'est véritablement arrivé ça, et tout ce que je décris du début à la fin est absolument vrai. Lui, il m'a contacté. Je l'avais revu une fois dans les années 90 lors d'une fête, et j'ai reçu un mot il y a environ 2 semaines de lui. Il a 70 ans maintenant, il a vieilli, et il m'a dit qu'il avait adoré le bouquin. Donc voilà, j'ai eu 2 réponses de personnages réels, et les 2 m'ont dit qu'ils avaient adoré le livre. Une dernière question, je suis désolée. Et alors, monsieur, il faut choisissez-vous. Ouais, moi non plus, je ne peux pas prendre la responsabilité. Vous ne voyez pas, et moi je ne peux pas prendre la responsabilité. Voilà, comment on fait. Et alors, si vous faisiez... Vous êtes 2. Et si on ne choisissait pas, mais on fait 2 questions, mais très courtes, avec 2 réponses, mais Okay. Yes. 2 questions with very short answers. Got it. We'll do that. Okay, go ahead. Who's first? Bonsoir, je vais faire court et en français, promis. Je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit en début d'entretien sur justement les excès de jeunesse, les fêtes auxquelles vous vous rendiez, alcool, sexe, drogue, etc. Alors que finalement vous êtes une personne assez rangée finalement. Je voulais savoir quel était finalement ce rapport à la fête qui est quand même un thème récurrent dans votre œuvre, Glamorama, American Psycho, etc. Et je cite une phrase que je trouve quand même assez belle dans Luna Park, sur la fête justement. Dans le monde où je suis devenu adulte, la fête était la surface sur laquelle la vie quotidienne venait s'inscrire. I don't go to parties anymore because I hate people. Je ne vais plus à des fêtes parce que je déteste les gens. No more parties for me. I haven't been to a party in a year. Years. Non, plus de fêtes pour moi, ça fait des années que j'en ai plus. Mais elles ont compté pour vous. Oh, they matter to me greatly, and I wrote about that in Luna. I'm a different person now. I'm not locked into the Clay that liked to go to parties when he was 18 or 19. You change.
You know, I used to, I think, like a lot more people than I like now at 59. And the idea of going to a party and have to make small talk with a group of strangers or people I half know is so undesirable to me that I don't do it. I literally have not been to a party in 6, 7, 8 years. Alors, évidemment, ça a beaucoup compté pour moi et j'en ai parlé dans le Luna Park, mais c'était quoi, il y a 20 ans? Donc j'ai changé depuis, hein, je ne suis pas restée coincée dans le personnage de Clay qui avait 18-19 ans, les gens changent. Et puis sans doute qu'à l'époque j'aimais les gens un peu plus que maintenant, mais maintenant l'idée d'aller à une fête et de devoir échanger des banalités avec des étrangers ou alors des gens que je connais à peine, ça c'est au-dessus de mes forces. Donc honnêtement je pense que j'ai pas été à une fête depuis 6 à 8 ans. Okay, and then we have one more short question and another short answer. And then I'm going to sign everybody's books or whatever books that are left. What's the question? Yes, good evening, Brett. Unfortunately, I had 2 questions, but I will ask them anyway. But translate it for me anyway, because I can't. Do you hear me like this? Faut mettre sur le menton hein, parce qu'on vous entend. D'accord. Est-ce que là vous m'entendez mieux? Ouais. So, unfortunately, I had 2 questions, but I will ask them you both, and you can choose. Okay. The first one is, can you tell us more about this long pause that you have had 10 years or more between the 2 novels, the last one and this one? And why did you suddenly choose to turn to scenarios? Because obviously you didn't do that for financial reasons. Did you enjoy writing scenarios? And why did you all of a sudden start to believe that it was the future, as you said just before? Can you tell us a bit more about that? I'm genuinely interested in that. And the second question is before people leave, can you tell us a bit about French literature, the French authors dead or alive that you like? And can you... What happened happened to the short question? What happened to the short... Like, what was my favorite color or my favorite song? That could take 2 hours, Steve. That's not the Hollywood thing I've talked about in many, many newspapers. You can read all about my regrets about that. And then the second question was about what? Oh, well, Michel Houellebecq. I love Michel Houellebecq. I always have. And I don't want to see his porno, but I do think he is my favorite, not only French writer, but my favorite living European writer right now. So I would have to say Michel. And we have not seen each other for over 20 years. We should get together, or maybe not. I don't know. So that's my answer for that. Alors, Hollywood, j'en ai parlé en long, en large, en travers. Vous lirez ça dans la presse. Et pour l'auteur, Michel Houellebecq, je n'ai pas envie d'aller voir son porno, mais je dirais que non seulement c'est mon écrivain français préféré, mais c'est mon écrivain européen encore vivant préféré. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu, il faudrait vraiment qu'on se voit, ou peut-être que non. Sur France Culture, vous disiez Balzac. On est passé de Balzac à Balzac. Ici, Houellebecq. And I know Frederick Bejerbaev is going to kill me when I say that as Michel Houellebecq, but I understand. I'm happy to sign whatever books. We're going to take a quick break while I go outside, and then I'm going to go up there and sign the books. Je voulais juste vous remercier 1000 fois. Vous, d'abord, d'être venu jusqu'en France Thank you. et d'avoir permis cette rencontre. C'était un bonheur. Thank you. Remercier votre traductrice incroyable.